Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire « Je veux me reconvertir » qui s'inscrit dans le cadre des 2 semaines d'évolution professionnelle qui ont débuté le 4 octobre et qui finissent le 15 octobre. L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous apporter un premier niveau d'information pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionne le dispositif et en quoi consiste le CEP, qui est un outil d'accompagnement. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous exposer, vous synthétiser un petit peu à peu près la thématique de ce webinaire. En 45 minutes, je répondrai à vos questions les 15 dernières minutes de ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de webinaire, et comme je viens de vous le dire. Vous pourrez voter les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Donc, ce webinaire, comme je viens de vous le dire, s'inscrit, je dirais, dans les 2 semaines de l'évolution professionnelle co-organisées par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendants. Ce réseau est constitué, entre autres, de la PEC, du réseau EVA, du groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH. Alors, évidemment, cet événement est complètement digital, 100% digital, il est gratuit, accessible à tous, d'accord? Cette année, nous avons 100 webinaires thématiques, 42 plus que l'an dernier. Je vous invite aussi à vous inscrire sur d'autres thématiques pour élargir un petit peu le champ d'information que vous pouvez avoir sur l'évolution professionnelle. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Annemiek Sontini, je suis conseillère en évolution professionnelle pour le cabinet Antea RH Corse. J'interviens depuis la mise en place en 2020 du CEP sur la région, en Haute-Corse et en Corse du Sud. Donc, j'aurai le plaisir d'animer et de vous apporter le maximum d'éléments aujourd'hui sur cette thématique. Donc, cette thématique va comporter plusieurs points. Donc, je vous donne un petit peu le programme. Le conseil en évolution professionnelle, c'est qui, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour qui, l'impact de la crise sanitaire sur les reconversions professionnelles, les étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel, évidemment les dispositifs existants de la reconversion, et nous terminerons comment solliciter le conseil en évolution professionnelle. Donc, tout d'abord, je voudrais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce conseil en évolution professionnelle. C'est tout simplement un processus d'appui à tous les salariés et tous les indépendants qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle. C'est un premier état des lieux de leur situation qui conduira, je dirais, si la personne a un projet professionnel, à mettre en place, à élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle des personnes qui nous sollicitent. Alors, ce conseil en évolution professionnelle, il est totalement gratuit. Il est neutre, il est accessible à tous selon le statut, on verra tout à l'heure. Il est aussi confidentiel et je tiens à rassurer les personnes. Tout ce qui est échangé, je dirais, lors des entretiens ou lors d'un accompagnement pour la réalisation d'un projet, reste de l'ordre, je dirais, nos échanges sont purement confidentiels, de l'ordre strictement personnel. Donc, rien n'est transmis à l'entreprise ou à un organisme tiers. Donc, impartial, il se veut impartial, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour juger les personnes ou juger les projets, nous sommes là pour écouter, informer, accompagner les personnes. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter, selon votre statut, quels sont les opérateurs vers qui vous pouvez vous retourner et prendre conseil. Donc, si vous êtes un salarié du secteur privé ou un travailleur indépendant, le réseau que je viens de vous citer, donc vous pouvez vous retourner vers le réseau, le groupement Évolution, le réseau EVA, Axis, BGE, moncep.org La Réunion, entre autres, je dirais Antea, font partie, entre autres, de ce réseau.
Si vous êtes un cadre, vous pouvez prendre, je dirais, conseil auprès de la PEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, auprès de Pôle emploi. Et si vous êtes un jeune âgé de 16 à 26 ans en activité, auprès des missions locales. Évidemment, Cap Emploi s'occupe des personnes qui sont en situation d'handicap. Donc, pourquoi, justement, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Tout simplement, ce conseil en évolution professionnelle a pour but d'accompagner les personnes dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie. Pourquoi? Dans quel but cette stratégie? Tout simplement, elle vise l'évolution professionnelle de la personne, le développement de ses compétences, sa reconversion ou sa transition professionnelle, le cas échéant, la reprise ou la création d'activités, et permettre aux personnes, justement, d'accéder à une certification professionnelle ou une mobilité interne ou externe. Évidemment, comment ça se passe? Tout simplement, quand vous allez saisir l'opérateur de votre région, on va vous, à travers le premier aiguillage, je dirais, on va vous proposer un conseil individualisé et adapté. Donc, dès la première écoute, vous allez exprimer votre demande, je dirais, on va vous fixer un rendez-vous avec un conseiller, je dirais, et lors de ce premier rendez-vous avec ce conseiller, vous allez accéder à un premier niveau d'information. On va faire un état des lieux partagé de votre situation et vous allez expliciter votre demande. Je vais prendre un petit exemple. Si une personne se rapproche d'un opérateur et voudrait avoir un rendez-vous avec un projet bien défini, par exemple se reconvertir dans le domaine du service à la personne, notamment en tant qu'auxiliaire de vie. Donc, le conseil en évolution professionnelle va d'abord faire un point sur ses compétences et son motif de reconversion, puis va lui apporter les éléments nécessaires sur les caractéristiques du métier, sur l'offre de formation disponible sur la région ou en distanciel de ce métier, mais aussi va explorer l'environnement professionnel où la personne peut exercer. Évidemment, sans oublier de lui présenter les dispositifs de financement de ce type de formation. Le conseil, ce premier niveau d'information peut en rester là. Donc, la personne, elle est libre de ne pas donner tout de suite à son projet. Mais, au cas où la personne est intéressée pour approfondir et être accompagnée dans son projet, elle peut nous ressaisir et à ce moment-là, on va pouvoir, je dirais, élaborer, un accompagnement qui va pouvoir analyser la faisabilité de son projet et élaborer plusieurs étapes pour aboutir, je dirais, à la réalisation de sa formation. Et évidemment, ce projet va nécessiter de construire un plan d'action pertinent, je dirais, avec des échéances, avec des rencontres avec des interlocuteurs et des délais à respecter. Donc, avant tout, comme je vous ai un petit peu annoncé en tout début de programme, on va un petit peu parler de cette crise sanitaire qui s'est invitée en 2020 au début du Conseil en évolution professionnelle. Beaucoup de personnes, évidemment, ont été un petit peu effrayées par les conséquences de la crise sanitaire sur leur emploi. On a pu constater et faire un petit peu la part des choses en sachant qu'en 2019 et en comparant avec les statistiques qui ont été faites en 2020, fin 2020, sur 865 actifs, en 2019, plus d'un Français sur deux envisageait une reconversion professionnelle. Or, en 2020, élément satisfaisant, il y a sur les 865 actifs de 20 à 65 ans interrogés, 53% qui ont été interrogés affirment vouloir quand même changer de vie professionnelle. Et c'est très encourageant. Sur ces personnes interrogées, 60% des actifs estiment que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle.
Et 50% tout simplement estiment que la crise a été un moteur de reconversion. Dans ce sens-là, je voudrais un petit peu apporter un petit exemple. Nous avons tous vu que la crise sanitaire a eu des impacts sur les métiers dits non essentiels, hein, aussi sur des secteurs d'activité comme la restauration, le commerce. Et nous avons été saisis beaucoup de personnes par des personnes issus de ces secteurs d'activité qui, justement, s'interrogeaient sur la fragilité, je dirais, et la viabilité de leur poste. Et qui, suite à cette crise sanitaire, voulaient envisager un projet de reconversion professionnelle. Et au contraire, d'autres personnes, la crise sanitaire a fait naître des vocations par rapport à vouloir redonner du sens à un métier, à une activité professionnelle et tout simplement aussi vouloir se donner une chance pour réaliser le métier de leur rêve. Avant tout, il est important un petit peu de définir c'est quoi la reconversion. Eh bien, en termes de reconversion, la définition veut dire que la reconversion professionnelle est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Mais plusieurs, je dirais, les raisons ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc, ce qu'on peut, on a été confronté, ce qui remonte la plupart du temps, c'est les gens nous sollicitent parce que parfois on peut avoir justement ce sentiment d'insatisfaction dans son travail, on a fait le tour de son poste, on n'est plus très à l'aise et on a envie de changer de secteur d'activité, voire de métier. On peut aussi, et des personnes estiment avoir besoin d'évoluer, de progresser et que leurs capacités ne sont pas totalement exploitées sur leur métier, sur leur poste actuel. On peut aussi avoir des personnes qui pensent que leur état de santé n'est plus compatible avec leur poste. Alors, on a souvent des personnes aussi issues de métiers dont la pénibilité est reconnue et pensent vouloir se reconvertir pour pouvoir plus être en adéquation avec leurs problèmes de santé. Mais ce n'est pas tout, on a des personnes aussi qui ont envie d'entreprendre ou de reprendre une activité, de changer de statut professionnel, tout simplement, et de vouloir être des entrepreneurs. Et la crise, je dirais, sanitaire n'a pas freiné justement ce besoin d'entreprendre. Évidemment, on a aussi une catégorie de personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'inquiètent de voir disparaître leur métier et qui s'inquiètent de la viabilité de ces métiers et qui voudraient se retourner justement vers des métiers plus émergents, je dirais des métiers porteurs. Et pour finir, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui tout simplement ont envie, à un moment donné dans leur vie, de pouvoir réaliser, je dirais, un projet professionnel, un métier, je dirais, une aspiration de longue date, et on a en dehors de tout contexte de crise sanitaire. Alors, justement, avant de passer, je dirais, à ce projet de reconversion, il est nécessaire avant tout, avant de mener ce changement, d'identifier les étapes ou les démarches qu'on peut réaliser pour aider, pour nourrir sa réflexion. Et on ne peut pas s'engager dans un projet sans avoir un petit peu, avoir les tenants et les aboutissants, je dirais, de sa situation personnelle. Il faut aussi évaluer les difficultés qu'on appelle les freins, je dirais, pour la mise en œuvre de son projet professionnel. C'est pour ça que le conseil en évolution professionnelle peut être un levier, un espace, je dirais, qui va pouvoir présenter des outils pour travailler cette réflexion. Dans un premier temps, je vais vous nommer un petit peu les étapes pour élaborer et mettre en œuvre ce projet professionnel, puis je vais vous développer dans les slides qui vont défiler ces points. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit,
on va faire un état des lieux de sa propre situation, faire le point sur son parcours. Ça nécessite aussi un travail d'identification et de valorisation de ses compétences, d'identification de ses ressources et de ses motivations et valeurs, d'accord ? Puis aussi, à la suite, quand on est au fait de ça, d'explorer les métiers, les débouchés de ces métiers. Une fois qu'on est fixé sur ces métiers, de choisir un projet principal, d'accord ? À la suite de, quand on est fixé, rechercher une formation, un dispositif le mieux adapté pour réaliser son projet, d'étudier les possibilités de financement de sa formation et évidemment mettre en œuvre un plan d'action pour le réaliser, pour pouvoir, une fois sa formation réalisée, se positionner sur le marché de l'emploi. Alors, pourquoi, justement, le fait de pouvoir avoir, ce qui est très important, faire le point sur son parcours professionnel? Je ne dis pas simplement son parcours professionnel parce que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est son parcours tout court. Pourquoi? Son parcours est composé d'expériences professionnelles et extra-professionnelles. Donc, souvent, quand on fait un petit peu, prend du recul sur sa situation, on a tendance à comptabiliser uniquement ce qu'on sait faire par rapport à son expérience professionnelle, ce qui est parfois dommageable parce qu'on a tous une vie privée, on a tous des activités extra-loisirs ou extra-professionnelles où on va tout à fait, à travers ces loisirs, acquérir des compétences. Alors, je m'explique. On peut très bien cumuler une vie professionnelle dans un secteur d'activité bien défini. Je dirais, par exemple, on peut être chauffeur de bus et puis, parallèlement, cumuler une activité bénévole dans une association caritative où on est chargé de la gestion d'une équipe, de la livraison, je dirais, de colis. Et au cours de cette activité, justement, on développe des compétences, on développe aussi des savoir-être professionnels qu'il faudra, je dirais, pas mettre à côté quand on fait justement, quand on identifie un petit peu son parcours. Parce que ce sont autant, je dirais, de compétences qu'on peut apporter à son projet de reconversion professionnelle. Mais cette étape aussi est nécessaire pour faire le point un petit peu sur les aspects qu'on a envie de conserver de sa vie professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que de mon métier qui me plaît encore et qu'est-ce qui ne me plaît plus. C'est très important de pouvoir l'identifier pour ne plus avoir à choisir des métiers un petit peu connexes où on va mobiliser des choses on n'a plus envie de s'investir, des actifs où on n'a plus envie de s'investir. Il est très important de faire ce point sur son parcours, de le formaliser par écrit. Parce que quand on le formalise par écrit, on a un recul sur ce qu'on écrit, il y a des choses qui nous viennent plus simplement, et c'est vraiment un travail d'investigation, d'introspection personnelle. Donc, d'où, nous, quand nous accompagnons les personnes dans ce travail-là, nous avons des outils donc, qui vont permettre, je dirais, de faciliter cette introspection. Donc, cette introspection, évidemment, comme je viens de le dire, elle nécessite, je dirais, de valoriser et d'identifier ses compétences. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est une compétence? Tout simplement, si on s'en tient à la définition d'une compétence, c'est ce qu'on connaît, c'est ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, et ces trois savoirs vont nous permettre de mobiliser pour réaliser, je dirais, une action, une mission, une activité. D'accord? Alors, en grosso modo, c'est ce qu'on sait faire dans un contexte professionnel bien défini. Alors, ces compétences aussi, on valorise ces qualités professionnelles qui vont pouvoir, je dirais, justement, les qualités professionnelles, les attitudes, les savoir-être, qui vont pouvoir, je dirais, nous permettre, et j'insiste là-dessus,
d'intervenir, de réaliser des actions. Juste, il ne faut pas les négliger parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit, n'ont pas conscience de leur qualité professionnelle. Et c'est dommage, je dirais, parce que si on arrive à mettre en place, à réaliser des activités, c'est parce qu'aussi on a des qualités personnelles et des qualités professionnelles qu'on a acquises au cours de nos expériences professionnelles ou extra-professionnelles. Donc, le fait de pouvoir synthétiser un petit peu ces compétences, eh bien, va pouvoir mieux, je dirais, mieux me définir et faire le point sur les compétences acquises au cours de mon parcours. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, justement, nous sommes des personnes qui ont des valeurs, qui ont des motivations. Donc, ces valeurs, elles peuvent évoluer en fonction, je dirais, de notre parcours professionnel, de notre parcours de vie aussi, d'accord? Et il est important d'être au clair avec soi-même. Pourquoi? Parce que si on a des valeurs, on peut avoir, je vous donne un exemple, jusqu'à présent, des personnes ont besoin de s'investir plutôt dans le domaine associatif. Pourquoi? Parce que ça leur correspond beaucoup mieux. Elles sont dans des valeurs d'entraide, d'empathie, d'écoute, d'accord? Et donc, elles vont plutôt rechercher des métiers dans ces secteurs-là. Être aussi en phase avec ses motivations. Et on peut s'interroger, qu'est-ce qui me motive pour me reconvertir? Il y a des personnes, après une carrière, une expérience conséquente dans un métier ou un secteur d'activité, veulent changer d'environnement. Donc, elles veulent, par exemple, ne plus être enfermées, avoir un environnement extérieur, travailler à l'extérieur. Elles veulent plutôt, elles peuvent rechercher un travail d'équipe ou un travail en autonomie, où elles peuvent exercer en autonomie. Elles peuvent aussi être à la recherche d'un travail qui pourrait concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc, tout ça pour vous dire que l'analyse, je dirais, des motivations et des valeurs qui constituent votre ressource, votre projet peut s'appuyer aussi sur ces ressources-là. Et il est vraiment très important d'être clair avec soi-même avant de s'engager, je dirais, dans des métiers. Quand on est au clair avec soi-même, quand on a identifié, je dirais, son parcours, ses compétences, ses ressources, on peut justement affiner en se documentant sur le métier, je dirais, le métier visé. Alors, comment je me documente? Effectivement, aujourd'hui, on retrouve sur le net pléthore d'informations. On peut être un petit peu déstabilisé par le nombre d'informations qu'on peut avoir. Il y a des sites spécialisés où on peut se baser, comme l'ONISEP, métier.fr, mais aussi le Codrom et le répertoire national des certifications professionnelles où on peut obtenir les savoir-faire, les savoirs et les savoir-être d'un métier, d'accord? On peut aussi céder, je dirais, de Pôle emploi où on va présenter aussi des métiers sous forme de vidéo, je dirais. Et il est quand même très important de pouvoir un petit peu cibler quel est le métier qui nous intéresse, qui correspond le plus à notre aspiration. D'accord. Alors, une fois qu'on a identifié justement le métier, qu'on en sait un peu plus, on peut aller un petit peu explorer, je dirais, ces métiers. Pourquoi? Approcher la réalité de ces métiers, mais la réalité de terrain de ces métiers.
On peut avoir une idée un peu subjective en lisant un petit peu, en écoutant et en regardant des vidéos de professionnels, mais rien ne vaut l'approche du terrain. Et là, l'approche du terrain est intéressante parce qu'on peut mener des enquêtes métiers. Donc, qu'est-ce que c'est une enquête métier? Tout simplement, c'est une grille de questions qu'on peut aller poser à des professionnels dans une entreprise, à un chef d'entreprise, tout simplement à des salariés. On peut aussi s'approcher d'un peu plus près. Il y a des dispositifs comme des stages en immersion. Ces stages en immersion, je tiens à le préciser, ils ne sont pas faits pendant votre temps de travail, mais hors temps de travail sur vos congés, de 4-5 jours, on appelle ça des PMSMP, d'accord, qui vont vous permettre de voir un petit peu les contraintes de ce métier, la plus-value de ces métiers, aussi la progression, l'évolution de ce type de métier. Et vous allez suivre pendant 4-5 jours un salarié et vous allez être au plus près, je dirais, de ses missions, afin de vous donner une idée un petit peu globale de son poste. Une fois que vous avez recueilli, je dirais, toutes ces données, il est important de les mettre en phase avec le marché de l'emploi. Évidemment, on ne peut pas se lancer dans un métier. Il est conseillé de voir un petit peu sur est-ce que c'est un métier qui dispose de débouchés sur ma région ou pas. Il est dommage de s'engager sur des métiers, je dirais, sur des métiers où il y a peu d'offres d'emploi. Donc, qu'est-ce qui va me permettre justement d'explorer, je dirais, l'offre sur ma région? Il y a des sites tout simplement, comme le site de Pôle emploi, IMT, les informations sur le marché du travail, sur les métiers. Il y a des salons de professionnels aussi qui vont pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi enquêter auprès de certains professionnels, on va vous dire un petit peu, évaluer les besoins, je dirais. Il y a aussi le BMO, le besoin de main-d'œuvre, ce sont des statistiques de Pôle emploi et d'acteurs régionaux chaque année qui sont publiées et vous pouvez voir un petit peu la demande de ces métiers et si ces métiers, on les demande en emploi pérenne, en CDI ou en CDD. Donc, c'est très intéressant de pouvoir un petit peu se documenter avant de se lancer dans une formation. Donc, une fois qu'on s'est documenté, qu'on a eu un petit peu cette exploration, et là, je tiens aussi à le rappeler, cette exploration, parfois les personnes, elles sont un petit peu déboussolées devant, comme je vous ai dit tout à l'heure, la multitude d'informations. Le conseil en évolution professionnelle va pouvoir synthétiser, centrer ce type de données. Alors, une fois qu'on est au clair avec son parcours, ses compétences, ses valeurs et qu'on a exploré le métier, il est temps de fixer un choix son choix dans son projet professionnel. Alors, il est important, je vais peut-être vous paraître un peu paradoxal, mais il est important d'avoir un plan B. Pourquoi? De pouvoir fixer un deuxième projet secondaire si le premier ne se réalise pas. On peut avoir des aléas, je dirais, qui font que on ne peut pas aboutir au premier projet professionnel. Et pour éviter, je veux dire, d'être déçu, je dirais d'avoir un plan B. Alors, une fois que nous avons identifié le projet de reconversion professionnelle via une formation, une création d'entreprise, là je vais vous parler d'abord de la formation, on va s'atteler à justement rechercher des formations, je dirais, qui correspondent d'abord à nos disponibilités, parce que beaucoup de personnes, oui, moi, je voudrais une formation, mais pas trop loin de chez moi, je suis parent et je ne peux pas m'absenter trop longtemps. Et voilà, en fonction de ces disponibilités en présentiel, en présentiel ou en distanciel, une formation, je dirais évidemment certifiante, une formation qui justement réponde à vos attentes. Donc, il y a des organismes, pour identifier ces formations.
Alors, chaque région dispose d'un organisme qu'on appelle le CARIF. Donc, le CARIF peut porter différents noms. Là, par exemple, je fais partie de la région PACA. Enfin, notre opérateur fait partie de la région PACA. Nous, c'est le CARIF OREF. Et donc, sur le CARIF OREF, on peut tout simplement, je dirais, sur un moteur de recherche, taper la formation, le lieu de réalisation de la formation et avoir l'offre régionale de ces formations. On peut aussi accéder à ce type d'information par la bonne formation sur le site d'Emploi Store de Pôle emploi. Donc aussi, vous allez avoir toutes les formations référencées en présentiel de la région, mais aussi vous pouvez trouver des formations en distanciel. Sans oublier, évidemment, sur le compte personnel de formation, vous avez des formations qui sont référencées, des formations qualifiantes, certifiantes, qui sont référencées sur le site de moncompte.gouv.fr. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Là encore, le conseil en évolution professionnelle va pouvoir apporter, éclaircir, je dirais, les modalités d'une formation. Parfois, les personnes disent, mais vous savez, je n'ai pas trop compris combien de modules il faut valider pour cette certification, en quoi consiste. Donc, on est là pour assister et expliquer. Donc, et clarifier un petit peu les choses. Donc, je tiens aussi à rajouter que dans certaines collectivités territoriales, je dirais, bon, pour mon exemple, ce n'est pas national, mais je vais le ramener à ma région, il y a un site qui s'appelle Corsica Orientation qui va aussi, qui va cumuler un certain nombre d'informations sur les métiers, sur les formations disponibles en région. Donc, peut-être que vous allez peut-être trouver, je dirais, sur les sites de vos collectivités territoriales, peut-être justement un site qui va pouvoir aussi vous guider, apporter un plus dans l'exploration de ces formations. Alors, une fois qu'on a clarifié ces éléments, on va mettre en place un plan d'action. Oui. Formaliser ce plan d'action est très important. Pourquoi? Justement, ce plan d'action, comme je vous ai dit en tout début, quand je vous informais, construire un plan d'action, va pouvoir lister les étapes. On va pouvoir mettre des échéances parce que quand on saisit justement un projet auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, il y a des échéances qu'on doit fixer, je dirais. Donc, oui, mais sans obligation, c'est-à-dire une personne, elle peut très bien réfléchir, maturer son projet, puis dire, écoutez, moi, je voudrais me reconvertir, mais pas tout de suite. Donc, dans 6-7 mois, je voudrais entamer. Donc, il est indispensable de pouvoir fixer des échéances, des délais, rencontrer des interlocuteurs, pardonnez-moi, pour pouvoir justement aboutir à son projet professionnel. Alors, je vais vous parler un petit peu des dispositifs existants, d'accord, parce que justement, de reconversion, on a plusieurs dispositifs qui va pouvoir, je dirais, vous accompagner à réaliser, à financer vos formations. Donc, d'abord, je vais vous parler du compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce que c'est le compte personnel de formation? Alors, tout travailleur, d'accord, ou travailleur indépendant ou salarié, a droit à un compte d'activité. Donc, c'est un compte qui lui permet d'acquérir des droits à la formation qui sont mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Alors, ce compte d'activité, évidemment, ce sont des formations mobilisables hors temps de travail, d'accord, et pas pendant son temps de travail. Alors, il peut arriver, je dirais, qu'en accord avec l'employeur, on peut réaliser une formation grâce au crédit cumulé sur son compte, avec l'accord de son employeur, pendant son temps de travail. Mais là, il faut évidemment avoir l'autorisation de son employeur. Donc, il est accessible dès l'entrée
dans la vie active, à partir de 16 ans, et il est clôturé, évidemment, à 65 ans, quand on prend sa retraite. Donc, il concerne quel type de dispositif il concerne? Les formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national, je dirais, de la certification professionnelle. Alors, des formations qui ne sont pas certifiantes et qualifiantes et qui ne sont pas répertoriées sur mon compte .louv.fr, elles ne sont pas prises en charge. Il faut vraiment s'assurer que ces formations, elles soient datadockées, qu'elles soient agréées, je dirais, et bientôt qu'elles aient une certification Calliope. Donc, on peut aussi saisir et, je dirais, mobiliser son compte personnel de formation pour être accompagné dans des actions de formation pour créer ou reprendre une activité d'entreprise, mais aussi pour être accompagné dans les démarches d'une VAE. Notamment aussi, beaucoup de personnes viennent me dire moi j'envisage un bilan de compétences, mais je ne sais pas comment le financer. Le compte personnel de formation le permet. Et évidemment, pouvoir accéder à certaines formations spécifiques comme le permis B ou poids lourd ou le permis C et la certification CLEA qui est une certification de socle de compétences. Alors, vous allez me dire en quelle direction, à qui s'adresse ce CPF. Comme vous pouvez le lire sur notre slide, il s'adresse aux salariés de droit privé, aux travailleurs indépendants, non salariés, mais aussi aux agents publics. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les spécificités en fonction des statuts. Alors, vous allez cotiser, alors un salarié lambda, qu'il soit employé à temps partiel ou à temps plein, va cotiser 500 €, va cumuler 500 € par an, d'accord? En début de chaque année, son compte va alimenter de 500 € par an. Pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ont un niveau, je dirais, inférieur au CAP, ou qui sont en situation de handicap, elles vont pouvoir avoir un abondement de 300 € de plus, c'est-à-dire elles vont avoir droit à un crédit de 800 € par an. Donc, il faut savoir qu'il y a un plafonnement entre 5 000 et 8 000 €, je dirais, sur ce compte. Pour les travailleurs non salariés, donc 500 € par an, mais il y a une condition, et là on ne le lit pas très bien sur la slide, il faut que la personne, l'entrepreneur, soit à jour dans ses cotisations et qu'elle puisse cotiser, je dirais, et participer à la contribution à la formation professionnelle. Il faut être à jour dans ses versements. Pour les agents publics, donc les fonctionnaires, ce compte n'est pas crédité en euros, mais en heures, je dirais. Donc, pour les catégories B, A et B, c'est 25 heures par an, et pour les catégories C, c'est 50 heures par an. Il n'existe pas uniquement ce compte personnel de formation. Je tiens à préciser que c'est un compte qui va pouvoir, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous former en dehors de votre temps de travail, d'accord? Mais aussi, vous pouvez tout simplement, pas un but professionnel. Il y a des personnes qui veulent saisir juste pour apprendre une langue, se remettre à niveau en informatique, donc ce n'est pas nécessairement pour un but professionnel, mais ça peut aider, je dirais, à contracter une formation qui vous permet en distanciel ou en présentiel d'acquérir des compétences. Donc là, on va voir un autre dispositif qui est très important et qui a été un petit peu remis à jour depuis la refonte du CEP en 2020, qui est le projet de transition professionnelle. Alors,
qu'est-ce que c'est le projet de transition professionnelle? Et à quel projet, justement, il s'adresse? C'est un projet de changement de métier ou de profession, et tout comme le CPF, ce sont des professions qui vont correspondre, je dirais, des métiers, pardon, qui vont correspondre au code ROM, justement, des métiers qui sont répertoriés. Et justement, quand on veut accéder à ce type de métier, il va falloir se former. Eh bien, oui, mais se former, tout comme le CPF, ces formations doivent avoir une certification éligible au CPF, et j'insiste aussi, qui sont inscrites au RNCP, d'accord, que les organismes de formation, tout comme les formations référencées sur mon compte formation, elles doivent être référencées Datadocké et avoir une certification bientôt, à partir de janvier 2022, Calliope. Alors, comment accéder, je dirais, justement, à ce type de projet de transition professionnelle? Eh bien, tout simplement, la personne va devoir se rapprocher d'un organisme de formation et faire un bilan de positionnement pour vérifier les prérequis, si la personne a les prérequis pour intégrer la formation. Il est très important à savoir qu'on ne peut pas justement intégrer une formation quand on n'a pas les prérequis. Parfois, les personnes disent, mais écoutez, moi, je n'ai pas les prérequis, dois-je passer, est-ce que je dois faire une remise à niveau, est-ce que je dois avoir un certificat quelconque? Là, le conseil en évolution professionnelle va pouvoir vous renseigner, d'accord, avant d'entamer et d'évaluer l'entrée en formation l'entrée en formation dans un organisme. Alors, pour quelle durée? Eh bien oui, la durée jusqu'à présent, les projets de transition professionnelle et formation, il ne faut pas qu'elles dépassent 1200 heures, d'accord? Elles ont un montant de 1200 heures dans l'année. Il y a un autre dispositif qui va pouvoir envisager, je dirais, de mobiliser, je dirais, on verra tout à l'heure, qui est le dispositif démissionnaire, envisager des formations un peu plus longues. À savoir que, en fonction de chaque, je dirais, ces projets sont présentés à l'organisme de transition pro, qui est présent, qui est l'ancien FONGECIF, qui sont présents dans chaque région, dans chaque territoire. Et au sein de ces transitions pro, il y a une commission, d'accord ? Une commission qui est constituée de représentants d'élus syndicaux et d'employeurs qui connaissent très bien les métiers et l'offre d'emploi sur la région et qui va statuer sur la validation de votre projet de transition professionnelle. Si votre dossier est accepté, je dirais, on appelle ça projet de transition professionnelle, eh bien, on va prendre en charge le coût pédagogique de votre formation, mais aussi le salaire, je dirais, pendant votre temps de formation. Et bien sûr, là, à condition de suivre la formation sur tout le long. Donc, cette commission, en fonction ces organismes de transition pro, plutôt, en fonction des régions, eh bien, elles ont des contraintes budgétaires. En fonction de ces contraintes, on peut prendre des formations un peu plus longues, telles que les diplômes d'infirmière ou les diplômes qui nécessitent, comme d'éducateurs spécialisés ou les BTS, qui nécessitent plus de 1200 heures de formation. Tout est à l'appréciation de chaque transition pro régionale, je dirais. Vous allez me dire, vers qui, pardonnez-moi, j'ai sauté un peu trop vite, vers qui s'adresse ce dispositif? Tout simplement pour les employés,
pour les employés en CDI, en CDD, les intérims, les intermittents, et là c'est vraiment un petit peu particulier parce que sous critères de critères un petit peu spécifiques, on verra un petit peu plus tard. Donc je vais pouvoir d'abord commencer par les salariés du secteur privé qui sont employés en CDI. Donc il faut qu'ils aient 24 mois minimum consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, donc 12 mois dans l'entreprise actuelle. Voilà la condition d'éligibilité pour les personnes en CDI. Pour les pays, qu'elles ne soient pas en cours de rupture, évidemment, de rupture conventionnelle. Pour les personnes en CDD, je dirais, les critères sont un petit peu différents. Il faut que les personnes en CDD, elles aient 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, toujours quelle que soit la nature de leur contrat de travail, mais au cours des 5 dernières années, d'accord ? Donc 4, je dirais, dans les 12 derniers mois. Pendant la présentation, il faut que la personne, au moment où elle présente son dossier à Transition Pro, soit en activité et qu'elle soit dans les 4 mois, je dirais, les 4 mois dont obligatoires, je dirais, pour l'examen de sa demande. Alors, avant d'aller un peu plus loin, ce projet de transition professionnelle, je dirais, quand il est financé par l'organisme Transition Pro, nécessite l'autorisation d'absence pour les personnes en CDI de leur employeur. Alors, à savoir que quand vous allez vous absenter pour une période de 6 ou plus, il faut en faire part à votre employeur pour qu'il prenne justement les dispositions nécessaires, je dirais, pour vous remplacer pendant ce temps d'absence. L'employeur a le droit de différer de 9 mois votre projet de formation s'il estime qu'il n'est pas prêt, que vos compétences ne sont pas facilement remplaçables immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je dirais, s'y prendre un peu plus tôt pour pouvoir demander une autorisation d'absence. Pour les CDD, il n'y a pas besoin d'autorisation d'absence de l'entreprise puisque c'est un CDD. Il y a juste cette condition de dépôt de dossier au cours de votre activité avant la fin de votre contrat. À savoir que pour les CDD, la formation peut débuter, je dirais, après leur fin de contrat. Alors, ce qui est important à savoir, c'est comment est jugé, je dirais, votre dossier, sur quels critères est jugé ce projet de transition professionnelle. La commission ne va pas accorder tout simplement sur une explication un peu simple, elle va se baser, je dirais, sur 3 critères très importants, qui est la cohérence du projet de transition professionnelle, la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement, et la perspective d'emploi à l'issue de la formation. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces 3 points. Donc, pour présenter un dossier et être financé, je dirais, qu'on puisse prendre le coût pédagogique et votre salaire pendant votre temps de formation, il est important que la commission puisse juger que vous avez fait les démarches nécessaires pour connaître tous les aspects du métier, justement, que vous avez investigué le métier, que vous vous êtes rapproché de professionnels, que vous connaissez les conditions du métier, d'accord, et que vous n'arrivez pas un petit peu par hasard sur cette formation et que ce métier est en adéquation avec vos possibilités, vos conditions, vos freins. Voilà, ça, il faut que ça soit vraiment, vraiment démontré. Alors, la pertinence du parcours de formation. Évidemment, la commission va juger de savoir un petit peu si vous avez exploré d'abord avant de saisir
le dispositif, toutes les sources de financement. Si vous n'avez pas pu, je dirais, plutôt financer votre formation grâce à votre compte CPF. Et aussi, si la formation est pertinente, si elle répond à vos attentes. Donc, tout ça, on va juger aussi le coût, la durée, d'accord, la cohérence de la formation avec le projet de reconversion, pourquoi vous avez choisi tel organisme de formation. Donc, tout ça, je dirais, est un peu examiné à la loupe. Et surtout, elle va juger, cette commission, un petit peu de savoir si vous vous engagez dans cette formation, si elle va aboutir à des débouchés. Si dans votre région, vous avez identifié le marché de l'emploi correctement, si vous êtes prêt à, justement parfois sur votre région, le secteur d'activité de ces métiers parfois on ne retrouve pas d'offres conséquentes. Si vous êtes prêt à élargir votre mobilité professionnelle géographique, et si vous avez aussi prospecté un petit peu les entreprises et évalué leurs besoins. Tout ça, c'est une somme où, après examen de ces 3 critères, la commission va statuer sur le caractère réel et sérieux de votre demande et attribuer ou non le financement. D'accord ? Il y a un autre dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Je vais revenir. Le dispositif démissionnaire pour reconversion. Donc, on peut aussi, en cas de création, on a envie d'entreprendre, de créer ou de reprendre une activité, ou simplement de démissionner parce qu'on est sur une formation un peu plus longue qui va nécessiter un peu plus d'investissement, avoir accès au dispositif démissionnaire. C'est toujours l'organisme Transition Pro et la commission qui va juger du caractère réaliste de cette perspective. Alors, ce dispositif démissionnaire, qu'est-ce que c'est ? Comme je viens de vous dire, c'est un dispositif qui est accessible uniquement aux salariés du privé en CDI, d'accord, et pas en CDD, qui justifie une activité professionnelle au moins de 5 ans en continu, avec une interruption de 48 heures, je dirais, entre 2 contrats, d'accord. L'activité professionnelle prise en compte, elle peut être à temps plein ou à temps partiel, d'accord. Les congés, je dirais, les congés parentaux ou les interruptions, justement, ne sont pas prises en compte, je dirais. Et attention, quand on saisit ce type de dispositif, il ne faut pas présenter sa démission avant. Il faut qu'on ne soit pas dans un processus de démission, d'accord ? La démission n'interviendra que si le Transition Pro, la commission, statue favorablement sur votre demande. Alors, une fois que vous avez démissionné pour pouvoir créer votre entreprise ou suivre une formation, le financement de la formation est relayé, je dirais, par Pôle emploi, qui va mobiliser votre CPF, tout à fait, et qui va mobiliser, justement, qui va venir abonder, si votre formation n'est pas répertoriée sur le plan régional de formation, qui n'est pas pris en charge par la région, elle va pouvoir abonder pour que vous puissiez, je dirais, suivre votre formation. Il peut se trouver aussi que vous pourrez, je dirais, compléter, je dirais, abonder d'un apport personnel, je dirais, la formation. Évidemment, on parle d'un dispositif de Pôle emploi quand les formations ne sont pas prises en charge par la région, de l'AIF, l'action individuelle de formation. Elle va mobiliser votre CPF et elle va financer à hauteur de 3 200 €. Si la formation a fait 5 000 €, elle va vous demander justement de participer à cette formation.
participer financièrement à la formation. Voilà pour le dispositif de reconversion professionnelle. Mais je dirais, là encore, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle pour vous faire expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce dispositif. Il y a un dispositif très récent qui a été un petit peu mis en place à la suite, malheureusement, je dirais, de notre crise sanitaire qui nous a un petit peu paralysés. C'est le dispositif de transition collective. Qu'est-ce que c'est le dispositif de transition collective? C'est un nouveau dispositif qui est co-construit entre l'État et les partenaires sociaux et qui permet aux entreprises d'anticiper les mutations économiques et d'accompagner leurs salariés à se reconvertir. Donc, justement, c'est un dispositif qui va viser les métiers qui sont en danger dans les entreprises, qui se retrouvent en danger dans certaines entreprises. Mais ce dispositif, justement, s'oriente plutôt vers les métiers porteurs de notre territoire. Donc, l'État finance, je dirais, des secteurs d'activité, des métiers bien précis qui ont été, je dirais, plutôt identifiés par le CREFOP. C'est un acteur régional très important, des métiers. Alors, on a édité une liste de métiers porteurs, d'accord? Et là, l'État finance tout ou en partie le projet de reconversion, évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, grâce au Fonds national de l'emploi-formation, qui prendra en charge la rémunération et la formation des salariés. Évidemment, cette prise en charge va dépendre, comme je viens de vous dire, d'un certain nombre de critères, d'abord principalement de la taille de l'entreprise. Donc, ce dispositif va impliquer différents interlocuteurs, je dirais, l'adresse ou l'ancienne directe si vous voulez, les transitions pro des régions, je dirais, les OPCO et les opérateurs privés qui seront chargés, les opérateurs privés du conseil en évolution professionnelle, qui seront chargés justement d'évaluer la faisabilité du projet et d'accompagner la personne dans la réalisation de son projet de reconversion. Donc, et nous, justement, le conseil en évolution professionnelle, dans tout ça, dans quoi il intervient? Le conseil en évolution professionnelle, il intervient justement pour vous accompagner, vous guider dans ces démarches. Si vous avez un projet précis ou même une idée de projet, n'hésitez pas à pousser la porte de votre opérateur de région, d'accord, qui va pouvoir vous écouter, d'accord, vous entendre et trouver des solutions pour vous accompagner. Alors, le site internet, vous pouvez saisir le conseil en évolution professionnelle via le site internet. Je m'informe, je prends rendez-vous. Notre site est www.moncep-cep.org. D'accord, je vais un petit peu répondre. Sur ce site, vous allez avoir aussi les coordonnées, le numéro vert de chaque opérateur de région. Vous pouvez saisir soit par Internet ou soit téléphoner, je dirais, pour prendre rendez-vous avec un conseiller. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je suis désolée, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, si on est demandeur d'emploi, cadre, l'APEC ou Pôle emploi, donc je vois qu'on a répondu à votre question, Marie-Hélène. J'ai déjà un CEP, c'est très bien. Oui, effectivement. Donc, je vois que ma collègue a répondu un petit peu. Je vais un petit peu balayer les questions qui n'ont pas trouvé réponse. Non. Alors, quelle est la différence entre une formation qualifiante et une formation certifiante? C'est très bien. Alors, une formation certifiante, elles disposent elles sont référencées au répertoire national des certifications professionnelles. Alors, oui.
Alors, un salarié en arrêt de travail perçoit-il également les 500 € par an sur son compte formation? Alors, en arrêt de travail, c'est une très bonne question. Il faudra se rapprocher. Normalement, oui, puisqu'il est en arrêt de travail, je dirais, tout dépend des conditions, mais normalement, oui. Donc, une RQTH peut-elle financer à la fois le coût de la formation et le temps de formation? Alors, certains abondements existent. Donc, si vous avez une RQTH, le Cap Emploi va pouvoir, je dirais, mener ce projet de transition professionnelle et abonder, je dirais, justement, vous avez quand même un peu plus, je dirais, de moyens. Il y a des abondements qui existent entre les transitions pro quand on est en situation d'handicap. Alors, pour le projet de transition, je n'ai pas compris, le CPF doit être mobilisé. Alors, le projet de transition, effectivement, quand on mobilise ce dispositif, l'organisme de transition professionnelle va se servir de votre CPF. Il est mobilisable, donc, et va abonder, je dirais, le reste du coût pédagogique pour financer, je dirais, le coût de votre formation. C'est-à-dire, elle va se servir de votre CPF pendant ce dispositif. A-t-on droit au chômage lors d'une démission pour reconversion? Tout à fait. Alors, quand la commission a statué sur la validité de votre dossier, vous allez obtenir vos indemnités chômage et en même temps, vous allez étudier avec le conseiller justement les modalités de prise en charge de votre formation. Où trouver cette liste de métiers porteurs par région? Alors, c'est une très bonne question. Alors, vous pouvez la trouver sur chaque site de transition pro de votre région ou sur travail.gouv.fr, d'accord? Vous allez trouver par rapport à chaque région la liste des métiers porteurs. Les 3 200 € maximum pour une formation sont vrais dans le cas d'un PTP ou d'un CEP démissionnaire. Alors non, là, c'est dans le cadre quand si vous êtes justement, vous avez mobilisé le projet de démission pour reconversion professionnelle via une formation. Donc, vous allez percevoir vos ARE et votre conseiller, justement, va faire le point sur le type de formation que vous voulez avoir. Alors, il y a des formations qui sont prises en charge par les régions, donc là, pas besoin de mobiliser ce dispositif d'AIF, mais quand on a affaire à des formations qui ne figurent pas sur la liste des formations prises en charge par la région, le conseiller va pouvoir vous mettre sur un dispositif spécifique qui est l'AIF, qui est de 3 200 €. Donc, il va mobiliser votre CPF et va combler à hauteur de 3 200 € la formation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines formations dépassent, je dirais, les 3 200 € et à ce moment-là, il est nécessaire d'apporter un apport personnel. Pour prendre rendez-vous avec un CEP, est-ce que l'on doit forcément avoir un projet déjà défini à minima ou peut-on prendre un rendez-vous justement pour des premières réflexions? Tout à fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir un projet de transition professionnelle pour pouvoir prendre un rendez-vous. On peut vouloir simplement s'informer sur les métiers émergents, sur le marché de l'emploi, faire un bilan un petit peu de sa situation professionnelle. Donc, il n'y a pas obligation d'avoir un projet défini pour solliciter un conseil en évolution professionnelle. À qui s'adresser pour obtenir un rendez-vous avec un CEP si l'on est salarié du public? Eh bien, c'est très bien, c'est une très bonne question. Elle revient souvent sur les webinaires. Donc, vous pouvez directement en référer à votre hiérarchie, d'accord? Ou vous pouvez
je dirais, contacter une plateforme, la plateforme, justement, vous avez vu, pardonnez-moi, je suis en train de lire, une plateforme nationale qui va pouvoir, je dirais, vous guider, je dirais, pour bénéficier d'un conseil. Mais la plupart du temps, on renvoie aux ressources humaines de votre service. Alors, comment identifier les métiers en lien avec nos compétences et motivations? C'est très, très bien, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, d'abord, c'est une réflexion personnelle, savoir un petit peu vers quel secteur d'activité on est attiré, d'accord? Et si, justement, on a une petite idée du secteur d'activité. Si, franchement, on n'est pas dans une réflexion assez, je dirais, poussée, eh bien, on va préconiser un bilan de compétences qui va pouvoir affiner justement cette réflexion et va pouvoir un petit déterminer non seulement les compétences que vous avez acquises, on est dans une réflexion un peu plus poussée, je dirais, et les affinités par secteur d'activité. Et on va dégager le bilan de compétences va pouvoir dégager plusieurs pistes et mieux vous guider, je dirais, pour entreprendre un projet de formation. Donc, journée d'immersion en arrêt de travail. Est-ce qu'on peut les faire? Alors, écoutez, c'est un peu délicat parce que quand vous êtes en arrêt de travail, vous êtes en arrêt de travail. Donc, vous êtes sur vous ne travaillez pas, ça va poser des soucis, je dirais, de sécurité. Donc, il vaut mieux d'abord être en activité et ne pas faire ces immersions quand on est en arrêt de travail. D'accord ? Vous pouvez être un petit peu dans l'illégalité, je dirais. La démission pour reconversion est-elle possible à l'issue d'un congé parental ou durant ce congé parental? Non, il faut revenir, je dirais, il faut revenir sur votre poste pour pouvoir l'envisager, d'accord? Ni sur le congé, ni après. Après le congé, on peut étudier un petit peu le nombre d'années cumulées pour pouvoir l'envisager. Donc, peut-on mobiliser un PTP lorsqu'on est en arrêt maladie? Alors, ça revient énormément, ce type de questions. Alors, il faut savoir que la commission n'est pas habilitée, je dirais, à examiner les demandes quand vous êtes en arrêt maladie. Mais on peut instruire votre demande pendant votre arrêt maladie. Simplement, il faut revenir en activité au moment du passage de votre dossier, de votre demande. C'est ce qui est préconisé par les transitions pro. Peut-on faire une PMSMP si on est salarié? Il me semble que c'est pour les demandeurs d'emploi. Alors non, du tout. C'est aussi pour, effectivement, il y a une convention qui est éditée par le Pôle emploi, mais on peut le faire aussi quand on est salarié pendant hors temps de travail. Alors, il y a une convention qui est établie, il peut y avoir même des conventions par branche, je dirais. Certaines entreprises ont des conventions et elles peuvent vous rédiger une convention, vous pouvez faire une immersion de 4-5 jours hors temps de travail. D'accord ? Elle n'est pas seulement réservée aux demandeurs d'emploi, si ce n'est ce qui diffère, c'est le type de convention. Alors, dans l'éducation nationale, alors pas de droit à la confidentialité. Si on doit référer à notre hiérarchie, oui, normalement, dans l'éducation nationale, écoutez, il y a quand même, ce sont des professionnels. Quand vous saisissez un conseil en évolution professionnelle auprès de votre, je dirais, de votre service, tout ce qui est échangé, partagé, et de l'ordre de la confidentialité, je ne pense pas que ça peut être rapporté. On peut simplement s'informer et sans que ça porte préjudice. Si nous rentrons dans le dispositif du bilan de compétences, a-t-on plus de chances de trouver une formation
que si l'on mobilise le conseiller en CEP, car je voudrais garder le maximum d'argent de mon CPF pour justement faire une formation qui nécessite un peu plus d'argent. Je comprends très bien votre... Alors, oui, si vous envisagez le CPF et ne pas passer par le projet de transition professionnelle, je comprends que mobiliser nos comptes CPF pour un bilan de compétences, évidemment, un bilan de compétences, il faut compter en moyenne 1 600 €. Donc, c'est quand même un dégrèvement, oui. Mais je pense que si vous êtes salarié du privé en CDI ou en CDD, vous pouvez quand même peut-être envisager de financer autrement que par le compte CPF et de passer par un projet de transition professionnelle. Je suis en arrêt de travail. Oui, on peut faire ces essais sous réserve d'en parler au médecin. De plus, si on est suivi par une assistance sociale dans le cadre de la prévention, de la désinsertion, cela favorise l'accord, mais surtout demander et attendre l'accord de la CPM. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Emmanuel a un petit peu répondu. Voilà. Je pense que on a dépassé un petit peu de 11 minutes notre rendez-vous. Pardonnez-moi d'avoir débordé. J'espère avoir été un peu concise et avoir un peu synthétisé, je dirais, la thématique de ce webinaire. Je vous invite à vous aussi à vous connecter, à vous inscrire sur les autres thématiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à pousser la porte de votre opérateur de région pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Hein, et ça a été un plaisir de pouvoir vous guider, vous orienter sur cette thématique. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et bonne reconversion.